Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe? Vous avez des clôtures? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Florian Anselme et Luc Delavie vous donnent des clés pour améliorer la cohérence de votre système face aux aléas climatiques. Et bonjour Luc. Ah Florian, diable, ça fait longtemps qu'on s'est écouté, hein. Comment tu vas? Ça fait très longtemps, effectivement. Ça va plutôt bien. On aurait dit qu'on se serait mis un petit peu en hibernation ou en été-nation, je ne sais pas comment il faut dire. En estivation. En estivation, oui. Ça tombe bien, nous, il y a des estives parfois chez nous. Ça ressemblait bien à ça, oui. Exactement, ouais. En estivation, c'est le bon mot. Accablé par la chaleur, accablé par le sec. Mais nous revoilà et justement, on t'appelle parce qu'on voulait savoir un petit peu ton point de vue et votre point de vue vu de l'Ouest sur une année comme ça. Qu'est-ce que ça provoque comme réflexion à moyen et à long terme? Alors chez nous, on a tous un peu vécu la même année en France, mais quand même, chez nous, en Franche-Comté, c'est moins 30 à moins 50% de rendement. Ce qui est clair, c'est qu'on a une année 2022 qui est à l'opposé de 2021. Oui. Donc la tendance générale est quand même plutôt globalement à une année 2022. Donc il faut qu'on s'y prépare. On va de sécheresses conjoncturelles à des sécheresses structurelles. Et ces sécheresses structurelles, elles se caractérisent comme cette année par un déficit de pluviométrie important. À titre d'exemple, pas de pluie au pin pendant 50 jours, ce que moi j'ai jamais vu en 35 ans. Donc un déficit de pluie important, un ensoleillement important également, et des températures très élevées, voire caniculaires. Donc les trois ont fait que ça a été pire que jamais. Moi, je ne me souviens pas avoir vu ça. Donc, il va falloir s'adapter. Et s'adapter, eh bien, il n'y a pas 50 solutions, hein. Moi, je ne connais pas, à part le cactus, de plantes qui poussent sous canicule et en l'absence d'eau, hein. Tu nous rappelles la valeur UF du cactus, Luc? Oui, c'est ce que j'allais dire. Le cactus, d'abord, n'est pas très ingestible, pas très apprécié par les vaches. Et je vois mal développer ça dans le cadre des rations de vaches laitières ou de vaches allaitantes. Donc, fort de cette boutade, il faut qu'on regarde la réalité. Donc, peu de plantes sont capables, aucune plante sont capables de pousser dans les conditions qu'on a connues cet été. Certaines vont mieux redémarrer que d'autres à l'arrivée des premières pluies, très clairement. Je confirme. Très clairement, fétuque et dactyle repartent mieux que les raies granulées, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a peut-être une ou deux plantes qui sont restées plus vertes que les autres, et c'était spectaculaire, c'est le trèfle violet et la luzerne. Le trèfle violet ayant bien tiré son épingle du jeu, mais je redis, il n'a pas produit. Il est resté vert, il est resté disponible, mais il n'a pas produit mieux que les autres. Donc en gros, ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'il va falloir avoir un peu plus de stock et réduire le chargement. Je pense que les deux leviers structurels de l'adaptation aux conditions climatiques telles qu'on les a connues et qui, malheureusement, au dire des scientifiques, vont se reproduire, c'est stock et chargement. Stock, ça veut dire quoi? Ça veut dire tirer profit des moments où l'herbe pousse pour la récolter. Et comme je l'évoquais avec quelques-uns durant l'été, pourquoi s'interdire d'apporter 20 kg d'azote en plus par hectare au printemps afin de stimuler la croissance de l'herbe pendant qu'elle est permise par le climat? Et ces 20 kg d'azote, je ne m'inquiète pas, seront très bien valorisés. Autant en automne, ça ne sert à rien d'en apporter, surtout avec l'automne qu'on vit actuellement, et une minéralisation extrêmement importante. Par contre, au printemps, ça peut être intéressant de stimuler la croissance de l'herbe pour en bénéficier d'un peu plus afin de la récolter. Alors, Luc,
petite parenthèse franc-comtoise, donc on a évidemment une grosse filière AOP, on a aussi des gens qui sont en lait standard, et dans la filière AOP, on est limité en fertilisant. Mais ton propos, c'est aussi de dire que finalement, on peut peut-être concentrer un peu sa fertilisation au moment où elle est le plus efficace. Hein, Voilà. que les éleveurs qui sont en AOP ne s'offusquent pas de dire bah, nous, on est déjà limité. Non, Oui, c'est l'apporter de manière oui, différente. oui, 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 oui. Et d'ailleurs, Même, dans le nouveau cahier des charges, il y a une notion de les apporter, enfin de commencer déjà à apporter des choses autour des 200 degrés. Donc, il y a déjà une notion d'efficacité de cette fertilisation. absolument. Et même nos collègues irlandais, qui pourtant arrosent beaucoup plus, en termes d'azote, j'entends, Oui. eh bien, réfléchissent aussi à cette répartition plus orientée vers le printemps, tout simplement afin de bénéficier d'une meilleure efficience du kilo d'azote apporté. Ce, à la fois pour des raisons de production de biomasse, pour des raisons d'efficacité économique et aussi d'efficacité environnementale, parce que tout ce que la plante va prélever, c'est autant de moins qui risque de partir. Oui. Donc, stimuler la production d'herbes au printemps afin de pouvoir augmenter les stocks et, bien évidemment, apprendre à faire des stocks de qualité parce qu'on va les distribuer, notamment dans les systèmes herbagers, à un moment où les vaches font du lait. Ça c'est clair. Donc, il faut soutenir la production laitière. Et puis, au-delà de ça, je parlais du chargement. Le chargement, c'est quoi? C'est tout simplement avoir un nombre d'animaux en cohérence avec les potentiels agronomiques du milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir les vaches qui correspondent à ce qu'on est capable de produire et éviter de devoir acheter trop de fourrage parce qu'on sait qu'acheter des fourrages en période de pénurie fourragère, c'est les payer très cher. Et donc, adapter le chargement au potentiel du milieu, eh bien, ça veut dire parfois, dans certains élevages, réduire les effectifs. Mais surtout, on peut aussi imaginer d'avoir des animaux dans des états physiologiques différents au moment où la pénurie fourragère voit jour. Je pense notamment à la double saison de vélage, c'est-à-dire en fait, objectif, avoir une partie du troupeau dont les besoins sont faibles en période de pénurie. Et donc avoir des animaux taris dans le cas des vaches laitières. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de centrer ou de concentrer les vélages sur une période, que ce soit au printemps dans les systèmes herbagers ou que ce soit en automne dans des systèmes plus orientés lait d'hiver, eh bien, on va avoir 2 saisons de vélage, c'est-à-dire une en mars-avril et une en 6 mois plus tard, c'est-à-dire en septembre-octobre. Et je dis souvent, c'est les avantages des vélages groupés sans ces inconvénients. Et ce qui m'a interpellé, c'est que cet été, à la croisée de certains éleveurs en difficulté, d'aucuns évoquaient cette idée en disant il faut absolument que la demande alimentaire de mon troupeau, elle baisse aux périodes où j'ai pas d'herbe, l'hiver tel que c'est connu depuis longtemps, et l'été, puisque maintenant les sécheresses, et même si ce n'est pas des sécheresses aussi violentes que celles de cette année, il y a quand même une réduction notable de la production fourragère. Et puis, tu l'as dit, c'est sécheresse et canicule. C'est Oui. deux choses, c'est deux facteurs. Tu en as dit un troisième, mais ces deux-là sont vraiment très, très forts. Et justement, j'ai eu la réaction d'éleveurs il y a quelques jours qui me disaient justement, bah, nous, on vèle beaucoup sur l'automne et on en est plutôt bien content. Et vu l'année qu'on a eue, eh ben, ça nous renforce dans nos convictions qu'on fait du vélage d'automne et ensuite, dans notre deuxième partie de lactation, quand nos vaches sont en deuxième partie de lactation, le printemps arrive et ça nous prolonge notre lactation. Et donc ça vient, ces éleveurs-là, ils viennent se heurter finalement à ton propos, qui est plutôt de dire finalement, il vaut mieux avoir 2 saisons de vélage, quoi. Oui, alors effectivement, les éleveurs que tu évoques doivent absolument quand même avoir des fourrages de qualité pour la période hivernale. Parce que sinon, ils vont mettre leurs vaches en difficulté. Mais un vélage d'automne, ça sous-tend derrière un tarissement d'été. Donc effectivement, ça va réduire la pression sur la demande fourragère en été. Après, quand je dis double saison de vélage, on n'est pas obligé de faire moitié-moitié. On peut faire un tiers, 2 tiers. De sorte que ça permettra de mieux équilibrer en fonction de la surface accessible au pâturage notamment.
Mais ce qui est important à comprendre, c'est que cette double saison de vélage fait que, à condition de tarir tous les animaux le même jour, parce que sinon on va diluer l'intérêt. Mais à partir de ce moment-là, tu te retrouves en fait avec des animaux taris en juillet-août, et donc tu peux décharger les surfaces accessibles pour les garder en faveur du troupeau qui reste en production, et donc anticiper les stocks d'herbes disponibles sur pied pour limiter les effets de la sécheresse. Et puis surtout, en période hivernale, ça va non seulement avoir l'avantage de décharger un peu les activités, le travail en période de fête, mais aussi ça va permettre à l'éleveur de mieux valoriser et de mieux répartir les fourrages de différentes qualités. Parce qu'on ne me fera pas croire que tous les fourrages sont excellents. J'entends les fourrages récoltés. Oui. Tous les fourrages ne sont pas excellents. Il y a parfois des fourrages de moins bonne qualité et pourraient s'adresser cela aux vaches taries et garder le meilleur pour les vaches en lait. Donc, il y a tout un tas d'intérêts, sans parler du fait que, ayant 2 saisons de vélage, on peut faire du vélage à 30 mois, c'est-à-dire gagner quasiment 6 mois en race montbéliarde et normande pour avoir des animaux qui vêlent pour la première fois à 30 mois plutôt qu'à 34, 36 mois. Donc, il y a quand même pas mal d'atouts et c'est une clé d'adaptation que j'appelle par la voie animale, c'est-à-dire que c'est le troupeau qui, de par sa conduite, va permettre de s'adapter à des conditions climatiques défavorables à la production fourragère en été. Ok. Mais tout ça, ça se met en place, ça se réfléchit. Mais j'insiste vraiment, la notion de chargement optimum, la définition et la valeur du chargement optimum est en train de bouger. Oui, je voulais finir justement là-dessus parce que j'entends aussi déjà un certain nombre peut-être d'éleveurs qui pourraient nous dire ah bah alors faut maintenant vous nous dites qu'il faut que tout le monde vende 15 vaches pour que ça aille mieux, et ce que tu évoques là c'est pas tout à fait ça, c'est voir la cohérence qu'il y a entre l'effectif, la surface et le droit à produire. Quand j'évoquais des gens qui n'avaient pas de déficit quand on fait la prévision fourragère jusqu'au printemps, qui n'avaient pas de déficit et qui sortiraient même avec des excédents, ce sont aussi régulièrement des gens qui disent finalement, moi, mon droit à produire, c'est pas forcément l'objectif de le faire au maximum. C'est pas non plus l'objectif d'en faire que la moitié, évidemment, mais on ne se prend pas la tête avec ça et on sait que, tiens, j'ai 500 000 litres de lait, mais je sais que je suis rentable si j'arrive à produire entre 450 et 480 000 litres de lait. Voilà. Et finalement, ça correspond. Et bizarrement, cet éleveur-là, il avait de l'excédent fourragé, quoi. Et il est vrai, et ça a été clairement montré depuis quelques années dans l'Ouest, mais ça marche à peu près partout, les derniers kilos de lait produits sont les plus coûteux à produire. Dans des situations tendues telles qu'on les a connues cet été, avec une pression sur la disponibilité fourragère extrêmement forte, cette idée, cet adage-là devient encore plus prégnant. Et donc, il faut effectivement produire le lait qui va quand même rester dans une gamme de coûts de production compatible avec le prix du lait et le prix du fromage. Ok, je résume. Adaptation du chargement, pour moins choquer par rapport à la réduction du chargement, mais adaptation, cohérence du chargement, mais donc du coup qui peut amener à de la réduction de chargement. Fertilisation à bien raisonner au printemps. Et puis cette double saison de vélage, ou en tout cas, voilà, même si pareil, hein, en filière comptée, attention, on n'aime pas trop non plus quand ça fait des grandes périodes où il y a moins de lait, etc. Mais c'est une idée à creuser dans la cohérence du système. Et puis, je renvoie aussi à notre épisode de la saison 1, Fauché, où, parce que sinon, là, on va faire un épisode qui va durer très très longtemps, mais quand tu parles de concentrer de la fertilisation au printemps, ça veut dire aussi qu'on va produire plus de fourrage et il faut être en capacité de le récolter et de le sécher, en tout cas pour le foin, et de le conserver. Mais dans ces cas-là, on a aussi des équipements. Enfin voilà, on peut avoir du séchage en grange, on peut avoir. Il faut adapter tout ça. Mais il y a dans l'idée d'adapter aussi sa manière de récolter au fait de faire produire plus sa prairie au printemps, quoi. Clairement, tu as clairement résumé les clés d'adaptation structurelle, hein. Et je souhaite vraiment que nos éleveurs prennent le temps d'y réfléchir pour éviter
de se retrouver en difficulté. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un éleveur qui n'a plus les moyens de nourrir correctement son troupeau. Et on va le vivre cet hiver. Donc on essaye d'accompagner tout ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Luc, pour Florian, merci à toi. Au plaisir de te retrouver sur les ondes. Oui. Et un peu de teasing, peut-être loin de nos contrées. On verra. À bientôt, Luc. Salut, Florian. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.